Donc, sous le titre Actualité des études francophones, j'ai choisi de prendre une actualité parmi les multiples tendances actuelles des études francophones. Comme à toutes les époques, il y a toujours des nouveaux courants qui apparaissent, des nouveaux courants critiques, et c'est bien, ça veut dire que la recherche avance et se développe. Et donc, je vais choisir de m'inscrire dans ce qu'on a appelé dans les années 80 le tournant spatial, qui a un peu bouleversé toutes les sciences humaines, de la biologie et même les sciences naturelles, hein, on a utilisé cette expression pour dire que beaucoup de disciplines ont reposé leurs problèmes à partir d'une approche spatiale, notamment après une période où beaucoup de problèmes étaient posés soit dans une perspective temporelle, donc sous l'égide de l'histoire, l'histoire étant la discipline maîtresse ou pivot, ou alors dans une perspective structurale, pour le structuralisme ou linguistique, où à ce moment-là, c'est la linguistique qui se trouvait la discipline pivot. Dans le tournant spatial, on pourrait considérer que c'est la géographie qui se retrouve discipline pivot, et donc pour les études littéraires, ça a donné naissance à un certain nombre de courants, comme par exemple la géographie littéraire ou la géocritique. Peut-être que vous connaissez cet ouvrage de Bertrand Westphal qui s'appelle La géocritique, mode d'emploi. Je ne l'ai pas mis dans votre bibliographie parce que ce n'est pas appliqué aux études francophones particulières, même s'il en parle pas mal. Et on pourrait dire que les littératures francophones sont particulièrement propices pour accueillir des recherches qui s'inscrivent dans le tournant spatial, parce que d'une certaine façon, la francophonie littéraire, les espaces francophones, c'est d'abord, on peut les identifier sur un planisphère. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on fait quand on commence un cours. Je ne sais pas si vous êtes enseignant, mais quand on commence un cours d'introduction générale aux littératures francophones, souvent une des premières séances qu'on fait, c'est de prendre une carte du monde et puis de dire voilà les zones, les pays, les continents qui sont concernés par la francophonie. Donc on en trouve, voilà, c'est l'effet d'une logique impériale, hein, mais on en retrouve un petit peu dans tous les continents. Donc on prend tout de suite un abord géographique puisqu'on en parle en termes de carte. Et puis, il y a d'autres raisons. Alors, pour le coup, si on fait une généalogie, on pourrait dire qu'une des matrices importantes des textes francophones et des textes littéraires francophones, que ce soit sur le continent africain, que ce soit sur le continent américain ou du côté de l'Asie, c'est les relations de voyage, quoi, qui ont souvent servi de première matrice aux littératures francophones, hors du continent européen. Récits de voyage, relations de voyage qui accompagnaient l'expansion impériale européenne. Donc du coup, si on part des voyages pour repenser la question du voyage, des récits de voyage, pour repenser la littérature, pour poser des questions aux littératures francophones, on s'inscrit tout à fait dans ce courant géographique, dans ce tournant spatial et dans cette relation avec la question géographique. Si je pense à un manifeste que vous connaissez sans doute, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, le manifeste pour une littérature monde en français, qui a été un peu rédigé par son prénom m'échappe maintenant, Lebris, qui était en fait, qui s'intéressait à la littérature de voyage. Hein. Et quand on lit ce manifeste, on a vraiment l'impression que ce qui est premier d'abord, c'est les récits de voyage. Il parle de Nicolas Bouvier, il parle des voyageurs, et il parle d'une littérature qui arpente le monde, hein, et qui prend contact avec le monde sous les pieds des voyageurs, sous la poussière. Vous retrouverez les métaphores qui sont utilisées dans ce manifeste, qui est facile à retrouver, hein, en ligne sur Internet. Il y a vraiment une espèce de reprise de confiance après des années de formalisme dans la littérature française, de littérature expérimentale, dans l'expérience du voyage et l'ouverture au grand monde. Et dans cet optimisme-là, il retrouve les littératures francophones et ce manifeste donc amène à bord de ces corpus, avec un parti pris, alors là, qu'on pourra discuter, qu'on va interroger dans ce cours, de dire, voilà, les littératures francophones, en fait, ce sont des littératures mondes.
et la perspective nationale pour les aborder, alors ça, c'est un manifeste, c'est toujours un petit peu polémique, un manifeste, donc sont périmés, et c'est d'un point de vue mondial maintenant qu'il faut les aborder. On pourra discuter ça. Je pense que nous, on n'a pas à s'inscrire dans un courant. Par contre, c'est intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne à faire ceci et à abandonner les ancrages, et notamment peut-être par exemple les lieux, hein, pour se réclamer d'un monde et d'une littérature monde. Voilà, donc tournant spatial, disais-je, qui aussi vient se substituer non seulement au formalisme, aux approches plus structuralistes, etc., mais aussi à la vision historiciste de la littérature. Et là, je fais une référence à un auteur que j'aime beaucoup, un auteur congolais qui s'appelle Sonny Laboutansi, donc qui écrit depuis le Congo et qui fait référence à l'Empire Congo, hein, qui était florissant au XVe siècle, au moment où les Portugais sont arrivés sur les côtes, et qui dit, lui, il écrit à la fin du XXe siècle, et une de ces phrases qui revient beaucoup dans ses textes, on nous a piqué 5 siècles. On nous a piqué 5 siècles. Donc, il se réclame d'une population qui, à cause du fait colonial, a été privée d'histoire. Et donc, d'une certaine façon, prisonnière, ou qu'on a enfermée, d'une population qu'on a enfermée dans sa géographie. En l'attribuant, par exemple, pour le Congo, à la forêt, hein, et qui ont été, d'une certaine façon, victimes de la géographie et victimes de l'espace dans lequel on les contenait. La spatialisation, on pourrait dire, pour les littératures, en tout cas héritières des littératures coloniales, dans le contexte postcolonial, on pourrait dire que c'est un piège, et c'est un héritage difficile, notamment pour des littératures qui étaient des confins de l'Empire ou qui étaient loin des centres impériaux qui se réservaient le privilège d'être dans l'histoire. Et donc, on assignait comme ça à des espaces non historiques qui seraient cantonnés dans des espaces exigus et souvent, du coup, culturalisés, pris au piège de leur milieu. C'est particulièrement net pour l'Afrique centrale, c'est peut-être moins net pour l'Afrique du Nord, puisque là, vous êtes, vous, en Tunisie, puisque en Afrique du Nord, il y a toute la connexion avec l'espace oriental qui est historique, qui n'a pas pu être, dont l'historicité n'a pas pu être niée, même si Édouard Saïd, peut-être que vous connaissez, dans son ouvrage sur l'orientalisme, laisse entendre que quand même l'entreprise orientaliste a tendu à figer aussi ces grands espaces, et donc d'une certaine façon a contredit un petit peu la capacité de l'Orient à être moteur de l'histoire, hein, en la figeant dans une image orientale. Enfin, je ne sais pas si vous êtes familier avec les travaux d'Édouard Saïd, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'il a écrit, qui est quand même très intéressant et qui a beaucoup, qui lui aussi a une approche spatialisante. Les problématiques spatiales sont très présentes chez Édouard Saïd, puisqu'il pense en termes d'empire. Et or, l'empire, c'est bien une logique spatiale qui est à l'œuvre dans les logiques impériales. Pour faire échapper les littératures alors héritières du piège colonial, prises dans le piège colonial et donc dans le piège culturalisant, beaucoup de critiques, et ça a beaucoup marqué l'étude des littératures francophones dans les années 60, 70, 80, étaient notamment dans des littératures d'orientation soit marxiste, soit tiers-mondiste, solidaires de lutte pour l'émancipation, solidaires des luttes pour anticoloniale par exemple, ont mis l'accent sur la nécessité d'historiciser les cultures et donc les productions littéraires. Donc le regard historique était très important, a joué un rôle et a accompagné une recherche littéraire qui était en empathie avec des luttes politiques aussi, pour l'autonomie des nations colonisées et puis des nouvelles nations aussi qui renouaient avec la possibilité de créer leur propre histoire et de renouer avec leur destin, d'être maître de leur destin. Bien sûr, moi, ce que je vais présenter, c'est pas du tout une critique de ces approches-là, c'est de montrer comment,
poser les choses en termes d'espace peuvent aussi continuer à prolonger et à accompagner ce combat aussi pour une autonomisation d'une certaine façon des littératures francophones. Par rapport, si tant est qu'il reste encore quelque chose d'une logique impériale toujours plus ou moins sous-jacente dans un système de la francophonie. Il y a beaucoup de travaux qui relèvent de la sociologie de la littérature qui analysent ça, en expliquant comment finalement les grands anciens centres impériaux gardent toujours un petit peu la main, ne serait-ce qu'au niveau éditorial, etc., et maintiennent une sorte d'hégémonie d'un centre, etc. Donc l'approche spatiale peut permettre de voir comment, même si si ça existe encore, comment on peut réussir à sortir du piège. Donc l'enjeu des approches géographiques ou géocritiques des littératures francophones serait d'échapper à une logique d'enfermement de littérature dite, entre guillemets, minorée ou cantonnée à des espaces périphériques ou sociologiquement considérés comme périphériques. Parti pris critique, ce serait de montrer comment la géographie peut, au contraire, dans le cas des littératures francophones, servir à faire apparaître leur potentiel de réévaluation de ce qu'est la littérature. Et moi, je suis un peu un militant des études littéraires francophones. Et bon, ici, à Paris 3, le département d'études littéraires est vraiment structuré autour de la littérature française. En tout cas, en littérature française, littérature comparée, c'est un peu différent. En littérature française, le socle, c'est la littérature française, avec le Moyen-Âge, le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe. Et on a une très faible présence de la francophonie. Et donc, c'est un petit peu quelque chose que je dis aux étudiants de licence, c'est-à-dire que c'est une opportunité aussi. Les littératures francophones, c'est une notion très complexe, qui n'a pas l'évidence des littératures nationales, parce qu'elle est plurinationale, etc. C'est une littérature diffractée dans le monde entier, pluriculturelle, etc. Donc, elle a une sorte de multidimensionnalité qui n'est pas une évidence, mais c'est en même temps une formidable point de vue pour interroger ce qu'est la littérature. C'est un lieu ou une multiplicité de lieux d'où on peut interroger beaucoup de choses, des impensés qu'on fait tourner comme ça. C'est la caractéristique d'un impensé d'ailleurs, c'est que ça marche tout seul lorsque l'on se place dans un cadre national et particulièrement dans un cadre national européen avec une histoire qui est considérée comme évidente, quoi. Il y a eu, peut-être que vous connaissez ce texte, il y a eu un ouvrage collectif qui était pas mal et qui a un petit peu fait ça, qui s'appelle French Global. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a été traduit, ça n'a pas été traduit d'ailleurs, ça a été traduit en français, mais le titre n'a pas été traduit, French Global. Ils ont demandé à des médiévistes, à des 16e-istes, à des 17e-istes, à des 18e-istes, de regarder leur corpus, les corpus sur lesquels ils sont habitués à travailler, mais d'un point de vue mondial, en disant, mais finalement, pas du point de vue de la France, mais de voir quels sont. Et donc, il y a eu beaucoup de contributions très passionnantes, qui écrit sur Voltaire, qui écrit sur Chrétien de Troyes, etc., et montrant comment, en fait, ces œuvres littéraires qui sont presque enquistées dans un patrimoine littéraire national français, en fait, sont nourries d'influences très multiples, et en tout cas extranationales, et quelquefois de très loin. Donc, c'est une proposition de renversement. On pourrait voir les littératures francophones et dans ces approches spatiales aussi comme un bon point pour proposer de tels renversements et de telles problématisations d'une littérature française, par exemple, qui est habituée à se reconnaître selon un schéma historique, historicisant. Les structurations des facs, c'est vraiment par siècle. Donc la lecture historique de la littérature, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est organisé à la Manouba, mais elle est vraiment temporelle et très peu spatiale. Donc je commence d'abord par expliquer pourquoi finalement on pourrait presque dire que les littératures francophones, elles sont nées dans la matrice des géographes, dans la main des géographes. Peut-être que vous le savez, mais l'inventeur du mot francophonie, c'est un géographe qui s'appelle, qui était à l'articulation du XVIe et du XIXe et du XXe siècle, qui s'appelle Onésime Reclus. Onésime Reclus. Et alors,
j'ai déjà à plusieurs reprises parlé de la question de l'Empire, de la question impériale. Il se trouve qu'Onésime Reclus était assez. Il est souvent présenté comme un propagandiste de la colonisation. Et effectivement, ce qu'il est. Les titres de ses ouvrages sont sans ambiguïté. Hein, c'est des ouvrages sur France, Algérie et colonie, par exemple. Hein, tout à l'heure, je donnerai un extrait que vous avez d'ailleurs, je pense, dans l'exemplier, si vous avez vu. Un autre, le texte 3, par exemple, Onésime Reclus, lâchons l'Asie, prenons l'Afrique. Là, il s'adresse directement donc, à la fin du 19e, hein, aux colonisateurs, avec un titre comme ça. Mais là où il est intéressant, d'abord, c'est que c'est un géographe. Deuxième chose qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est le frère de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Élisée Reclus, qui est beaucoup plus connu que Onésime Reclus. Et Élisée Reclus, il est connu parce que c'était un géographe lui aussi, et c'était un militant anarchiste. Et donc, il partageait en fait avec son frère et toute la famille Reclus, d'ailleurs, c'est des gens des Cévennes qui ont souvent résisté à l'État central, qui étaient des anciens huguenots au moment des guerres de religion, etc. Et il y a eu une tradition de résistance aux Cévennes, dans les Cévennes, qui sont des montagnes hein, du sud-ouest de la France, du sud-est de la France, pardon, de tradition de résistance au pouvoir, parce que c'est des vallées encaissées, etc. Donc, en tout cas, il y a un accent anarchiste sous la plume aussi d'Onésime Reclus, qui invente le terme de francophonie. Il porte, lui, ce qui l'intéresse, c'est les dynamiques concrètes de propagation de la langue dans un espace mondial. Il donc est contemporain de cette ruée sur l'espace qui a été le fait colonial, avec toute la violence qu'il a accompagnée, et qui a entraîné avec elle cette propagation des langues, alors de la langue anglaise, de la langue portugaise, de la langue espagnole et de la langue française à travers le monde. Donc cette carte dont je vous disais qu'on la montre souvent aux élèves au début du cours sur la francophonie pour dire voilà là où elle est statique, mais Onésime Reclus nous rappelle que c'est statique, c'est d'abord il y a eu des dynamiques et que ces langues ont été amenées par des corps et par des migrations de population et par des gens qui ont transporté la langue avec eux. Donc il y a une perspective géographique derrière. À la fin du 18e, donc à l'orée de la colonisation, dans un essai célèbre sur l'universalité de la langue française, Rivarol, dont j'ai... Ah non, du coup, vous n'avez pas l'exemplier, j'avais demandé mais c'est pas grave, je vous citerai. Donc Rivarol, c'est un auteur de la fin du 19e qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « De l'universalité de la langue française ». C'est 1783, c'est juste avant la Révolution française. C'est un ouvrage qui est très intéressant, mais qui est aux antipodes de ce qui intéresse Onésime Reclus. Je dis juste quelques mots sur cet ouvrage de Rivarol. Il prend acte du fait qu'en Europe, là on est avant la colonisation, en Europe, la langue française s'est installée un peu partout. Tout le monde, à la cour de Prusse, à la cour de Saint-Pétersbourg, la grande bourgeoisie, surtout l'aristocratie, parle français. Donc c'est dans ce sens-là qu'il dit que la langue française est universelle, à l'échelle de l'Europe en tout cas. Lui, il se base à l'échelle de l'Europe. Mais après, l'argument déjà viendrait en disant si c'est cette langue française qui est devenue universelle, c'est pas un hasard, c'est parce qu'elle a encodé dans sa syntaxe et dans son vocabulaire, dans son lexique, quelque chose d'universel. Je reviendrai sur ce point rapidement tout à l'heure. Chez Onésime Reclus, il n'emploie pas le terme d'universel d'ailleurs. Il dit non, la langue française n'est pas universelle de façon intrinsèque. Par contre, pour des raisons historiques, elle s'est propagée. Et elle est en train de se propager par la colonisation. Et la colonisation, c'est bien pour la langue française. C'est peut-être pas bien pour les peuples colonisés. Il n'en parle pas trop des peuples colonisés, c'est pas son problème. Par contre, c'est bien pour la langue française parce que ça va lui permettre de se sauver
dans un contexte européen à la fin du XVIIIe où elle est menacée par d'autres langues très puissantes que sont l'anglais, d'un côté, et puis surtout voilà, Bismarck, la montée en puissance de l'unification de l'Allemagne, la langue allemande. Et en Europe, Onésime Reclus, il est assez pessimiste. Il dit finalement, on va perdre. Alors bon, finalement, l'histoire lui a donné tort. Enfin, on parle encore français au XXIe siècle sur le territoire français. Mais lui, dans le côté un peu crépusculaire du XIXe, il avait cette intuition, cette idée que la langue française en Europe allait mourir. Elle allait se faire dévorer par des langues plus puissantes, plus dynamiques, plus jeunes et plus agressives. Et donc, c'est en Afrique, c'est éventuellement en Asie, c'est en Amérique qu'elle va pouvoir renaître, qu'elle va pouvoir s'implanter et renaître. C'est une vision, que je disais que c'était le frère de Lézy Reclus, c'est une vision assez anarchiste des choses, de dire finalement, c'est la guerre des langues. Hein, l'état naturel, c'est la guerre des langues, et ben seules les langues fortes l'emporteront, et tant pis pour les faibles. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'il dit à propos du projet colonial. Il dit, ben oui, il y aura des langues, et on regardera ensemble la citation en question, parce qu'elle est très intéressante à analyser. Il y aura des langues qui vont mourir dans les espaces qu'on conquiert, mais en tout cas, lui, il se met au service du prestige, enfin plutôt moins du prestige d'ailleurs que du déploiement de cette langue française. Mais il est tout à fait conscient, c'est pas un idéaliste, il est tout à fait conscient que cette survie de la langue française hors d'Europe se fera suite à une guerre, à une violence entre les langues. C'est pour ça que le mot universalité, il ne l'utilise pas vraiment. Ça vaut le coup quand même de le poser un petit peu et de voir comment ce terme, cette espèce d'imaginaire, vous allez me dire c'est complètement ringard, oui, de dire ça remonte au XVIIe, au XVIIIe siècle, on disait la langue française, langue universelle. Certes, c'est ringard. Il n'y a plus beaucoup d'universitaires qui vont défendre cette idée-là, même s'il y a encore quelques années, il y a eu des ouvrages qui sont parus là-dessus. Mais ce n'est pas parce qu'un terme est politiquement devenu incorrect et que plus personne n'oserait se proclamer de cette idée-là que ça ne travaille pas encore. Hein. Et donc cet imaginaire d'une universalité de la langue française, il est encore actif. Je voudrais juste rajouter dire quelques éléments pour montrer comment la donne spatiale va nous obliger à la repenser. Et l'approche spatiale va nous obliger à la repenser. Donc le mythe de l'université de la langue française, c'est un mythe classique, hein, qui est né à l'âge classique, à la fin du XVIe siècle, qui s'est implanté, qui s'est construit linguistiquement au XVIIe siècle et qui a abouti au XVIIIe siècle à la Révolution française, au programme d'unification de la République française par Robespierre, etc. En disant, la langue française, c'est la langue qui doit être parlée, la langue unique qui doit être parlée par toute une nation indivisible, etc. Et donc, c'est une langue standardisée. C'est pas la langue des peuples, c'est une langue des grammairiens. Et donc, au XVIIe siècle, des grammaires raisonnées de la langue française qui florissent, des dictionnaires de la langue française qui sont des dictionnaires raisonnés de la langue française, qui sont des petits dictionnaires, parce qu'on épure la langue. Finalement, le peuple n'arrête pas de créer des mots, et ben, il faut pas se faire déborder par la créativité de la langue, il faut épurer, parce qu'il faut une langue qui soit l'outil idéal pour faire passer au service de la raison. Ce n'est pas la langue qui est universelle, c'est la raison. Donc c'est l'âge classique, hein, cette croyance en la raison qui serait la qualité humaine la mieux partagée, c'est la raison qui est universelle. Et donc on fabrique cette langue qui serait l'outil linguistique idéal pour ordonner ses idées, pour clarifier, pour énoncer des concepts clairs et distincts, comme disait Descartes, hein, qui soient la langue de la raison. Et c'est pour ça qu'elle sera universelle. Pour faire ça, il faut à tout prix ne plus écouter la mauvaise façon dont le peuple parle français. Et donc, il faut plutôt aller voir la façon dont on parle dans des endroits un peu extraterritoriaux, que sont les cours royales. Donc, vous savez, par exemple, un des grands textes de Vaugelas, hein, donc sur le bon usage, hein, et qui nous explique que le bon usage du français, il ne faut aller pas le chercher dans les villages ou dans les villes même, mais il faut aller le chercher à la cour. La cour, c'est un espace qui est un petit peu hors territoire. C'est un espace qui est soumis à l'étiquette, à la règle. Et on est
supposé obéir à des règles, en tout cas clairement fixées et éventuellement rationnelles. Et je vous lis le texte de Rivarol, donc à la fin du XVIIIe, voilà ce qu'il écrit. Alors malheureusement, vous ne l'avez pas sur votre exemplier, mais je vous le dis. Vous connaissez bien ce vers de Bossuet, hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà, c'est l'idéal de la langue française classique, qui serait une langue qu'on apprend dans les livres et qu'on apprend dans les grammaires, hein, qui ne serait pas une langue pour le coup, pas géographique, là, qui est alors, je vous lis Rivarol parce que c'est amusant en même temps. Ce qui distingue dans notre langue les langues anciennes et modernes, c'est l'ordre et la construction de la phrase. Cet ordre qui doit toujours être direct et nécessairement clair. Le français nomme d'abord le sujet du discours, ensuite le verbe qui est action et enfin l'objet de cette action. Voilà la logique naturelle à tous les hommes. Voilà ce qui constitue le sens commun. Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, comme s'il était tout raison. Et on a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours qu'il existe, et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous sollicitent de suivre l'ordre des sensations. La syntaxe française est incorruptible, c'est de là que résulte cette admirable clarté, base éternelle de notre langue. Voilà, donc là, on est loin d'Onésime Reclus, et d'une langue qui est portée par des peuples, par des gens qui viennent s'implanter, qui la parlent quelquefois, et puis qui se... Non, c'est une langue incorruptible, qui est fixée pour l'éternité dans la grammaire, etc. Pourtant, elle se répand en Europe, mais par le biais, non pas des populations et des migrations de populations, mais par les cours royales, avec des gens qui vont à la cour de Roumanie, à la cour de Bucarest, à la cour de Saint-Pétersbourg, etc. Et on enseigne le bon français tel qu'on le parle à Paris, etc. Donc une langue qui est censée ne pas bouger en fonction de la distance. Elle doit être la même, on doit parler la même langue à Saint-Pétersbourg, à Berlin, à Paris, etc. Donc une langue non soumise à la géographie. À cet imaginaire d'une langue de la raison, une langue coupée du peuple, vient se superposer un deuxième imaginaire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, qui est au moment romantique. Qui est le moment romantique est un moment de réaction contre le classicisme, où là on retrouve les peuples. On retrouve les peuples et on réétablit le contact entre la langue et ce que, alors un philologue et philosophe allemand qui s'appelle Herder, hein, H-E-R-D-E-R, appelle le Volksgeist, hein, l'âme du peuple. L'âme du peuple. Donc c'est au contraire, vous savez, les romantiques, le goût des romantiques pour les vieux contes villageois, les langues populaires, les langues des régions, les langues du terroir, etc. Donc là, au contraire, ce qui intéresse dans ce moment-là, dans ce qu'on a appelé aussi le moment herdérien ou le tournant herdérien, c'est de retrouver un ancrage territorial pour les langues. Et à ce moment-là, la question de la propagation de la langue française va prendre un nouveau visage. C'est plus de cour royale en cour royale, mais la propagation de la langue française va se passer par déplacement de population. Et donc, la colonisation, la conquête coloniale, qui va passer par des militaires, mais aussi des colons, enfin des gens qui vont venir s'installer, ils vont amener avec eux, que ce soit depuis de longue date déjà, depuis plusieurs siècles déjà au Canada, enfin en Amérique, que ce soit depuis 1830 en Algérie, il y a des gens qui viennent et qui amènent la langue avec eux. Donc c'est une propagation de la langue par des corps et par des gens, et par des itinéraires, et par des déplacements, et par des corridors. Et là, ça commence à intéresser plus les géographes. Et donc, notamment, Onésime Reclus. Si une langue plonge ses racines dans un peuple particulier, dans la vision herdérienne et romantique, dans l'âme française profonde des vieux pays du Valois ou du Nord, ou la langue d'oc pour le Sud, etc., en même temps, si elle plonge ses racines dans un peuple, dans un pays particulier, dans un territoire ou un terroir, sa propagation n'est pas interdite, mais à ce moment-là, elle se pose en termes de déracinement. Hein, propager le français ailleurs, sur d'autres continents, c'est le déraciner. Et si je parle d'une langue déracinée ou d'une langue déterritorialisée, je me place dans cette perspective-là et pas dans la perspective dont j'ai parlé avant, de langue universelle dont les racines seraient la raison.
dont le territoire serait la raison. Puisque la raison est universelle, elle peut être partout. Elle peut être en Amazonie, comme dans le désert de Gobi ou dans le Sahara, et la raison est universelle. Tandis que là, si c'est l'âme d'un peuple, et que ce peuple se met à voyager, ou à conquérir, ou à se répandre, et bien à ce moment-là, il emmène avec lui sa langue, et il la déracine d'une certaine façon en se déracinant lui-même. Au moment de la colonisation, à l'aube de la colonisation, donc les deux positions classiques et romantiques, les deux représentations de la langue, universaliste, on pourrait dire d'un côté, et particulariste de l'autre, la langue française, c'est la langue du peuple français, vont être en coprésence, ou voire en concurrence, et vont expliquer beaucoup des débats sur la politique linguistique de la France dans les colonies. Puisque ce n'était pas évident que dans les colonies, on décide que les colonisés devront apprendre le français. C'est le choix qui a été fait par la France, ce n'est pas forcément le choix qui a été fait par l'Angleterre, par exemple, dans les colonies anglaises, ou encore moins par l'Allemagne, à l'époque où l'Allemagne était une puissance coloniale, où finalement, à part une toute petite frange de personnes qui étaient susceptibles de travailler dans l'administration coloniale, on n'avait absolument aucun souci d'apprendre l'allemand aux colonisés. C'était pas, et d'ailleurs, de façon intéressante, du coup, ça a fait que, à la fois du côté de l'Allemagne et du côté de l'Angleterre, on s'est beaucoup plus intéressé aux langues qu'on appelait à l'époque indigènes. Enfin, donc, il y a eu beaucoup plus de travaux, alors que la colonisation française était assez indifférente, finalement, aux langues, à ce qui n'était pas le français, puisque l'idée, c'était qu'on allait transmettre le français à tout le monde et qu'on allait répandre la langue française dans les colonies. Mais il y a eu débat sur cette... Les partisans d'une conception romantique, on pourrait dire, hertérienne de la langue, sont sceptiques lorsque la politique linguistique de la colonisation est de répandre le français. Ils disent, mais ça, c'est pas bon. Parce que déjà que la France s'est éloignée de son sol nourricier, donc déjà les Français qui sont venus s'installer dans les risquent de perdre un petit peu le sud de la langue, mais en plus, si elle est parlée par des gens qui n'ont jamais été sur le sol français, alors là, elle va vraiment complètement dériver, la langue. Et pour eux, elle va à ce moment-là se déraciner, dans la version la plus droitière et raciste, il y a tout un vocabulaire biologique qui est utilisé, elle va dégénérer, notamment en se contaminant, en étant contaminée par d'autres langues locales vigoureuses, etc. Par exemple, là je prends un auteur de la fin du 19e, qui est un auteur qui était à l'extrême droite de l'échiquier politique, donc aristocrate contre la Révolution française, par exemple, et l'image universaliste. Voilà ce qu'il écrit à propos dans un ouvrage sur les colonies. Donc ça, c'est votre première citation, pour le coup, Psychologie de la colonisation française dans ses rapports avec les sociétés indigènes. Ça, c'est la conception complètement herdérienne sauf qu'il y a un vocabulaire alors, propre. La langue est ainsi liée à la mentalité de la race, à son milieu et à ses besoins. Transportée d'une race à l'autre, elle subit inévitablement une déformation, d'autant plus grande que les constitutions mentales de ces deux races diffèrent davantage. La langue d'une nation civilisée implantée chez des indigènes des colonies devient bientôt méconnaissable. Lui, il fait partie d'un courant qui est contre la colonisation. En disant, il n'est pas contre l'exploitation des ressources des colonies, mais par contre, il est contre le fait qu'on vienne administrer les populations, se mélanger nos destins, etc. Donc, c'est un peu voilà, c'est ce qu'a donné l'apartheid en Afrique du Sud, etc. quoi. Donc, la langue française et la langue des Français, il n'est pas question qu'on la répande parce qu'il ne peut arriver que le pire, ça va se créoliser, elle va dégénérer d'une certaine façon. Alors, je reviens à nos géographes et la réponse qu'elle va être apportée. Puisque d'une certaine façon, Onésime Reclus, il va dialoguer avec ces gens-là. Et je vous disais qu'il était un propagandiste de la colonisation, mais il était en même temps, c'était d'une certaine façon un homme, disons un anarchiste. Alors, je ne sais pas si les anarchistes sont à droite ou à gauche, mais en tout cas, il se méfiait de toute forme de pouvoir. Et donc, d'une certaine façon, il avait une vision un peu idéalisée de la colonisation. Il reconnaissait probablement que c'était violent, mais par contre, ce qu'il ne supportait pas, c'est les aristocraties coloniales, c'est les bureaucraties coloniales. Et donc, cette idée que la langue appartient à des élites
et qu'elle doit écraser des populations. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est la langue des peuples. Donc, et ce qui l'intéresse dans l'histoire des langues, c'est quand les langues se mettent à voyager et dans quelles conditions elles voyagent. Je voudrais faire un petit détour parce que je vous ai mis une deuxième citation d'un auteur qu'on a un peu oublié, qui est un auteur très important de la fin du 19e, qui s'appelle Gabriel Tarde, qu'on considère souvent comme un des fondateurs de la sociologie, mais qui a perdu la guerre scientifique par rapport à Durkheim, qui est souvent considéré comme le fondateur de la sociologie en France, française. Et Gabriel Tarde était un auteur qui était professeur au Collège de France, qui avait beaucoup d'échos, et auquel Durkheim a reproché de faire plutôt de la psychosociologie que de la vraie sociologie. Je ne m'étends pas là-dessus, mais il a des propositions, il dit des choses sur la langue qui sont très intéressantes, Tarde, puisqu'il consacre un chapitre à la question des langues dans son ouvrage clé qui s'appelle Les lois de l'imitation. Pour lui, la langue, c'est le domaine d'application de ce qu'il appelle la théorie de l'imitation, qui est pour lui ce qui permet de constituer le corps social. On fait société parce qu'on s'imite les uns les autres. C'est ça qui nous soude. Un enfant, finalement, imite les parents, il apprend à parler en imitant les parents, etc. Et donc, la position de Tarde sur la langue, elle est intéressante parce qu'elle est ni universaliste, tel que je l'ai présenté, ni particulariste, tel que je l'ai aussi présenté dans le courant romantique. Elle est mouvante. Elle est à la double fixité du particulier et de l'universel. Il substitue, il dit les langues sont mobiles et elles sont toujours en train d'évoluer. Elles ne sont pas fixées par l'âme profonde d'un peuple, comme le disent les romantiques, et elles ne sont pas non plus fixées par la rigidité de la raison et des règles de la raison. Elles sont en évolution permanente. Elles sont soumises à des lois de limitation qui font qu'elles s'inventent en permanence. Il nous dit il y a deux axes, et ça c'est intéressant par rapport à la situation coloniale, il dit il y a deux axes d'imitation. Soit j'imite mes parents, donc c'est un axe temporel, soit j'imite, donc c'est l'axe de la tradition. Je parle comme parlaient mes parents, comme parlaient mes parents, comme parlaient mes parents, comme parlaient mes parents, donc c'est la tradition. Mais il y a aussi un deuxième axe qu'il appelle à ce moment-là la coutume, lui. Il dit, j'imite, non pas sur un axe temporel, mais sur un axe géographique. Enfin, excusez-moi, j'ai dit la coutume, j'aurais dû dire la mode. Hein, la mode. Et j'imite mon voisin, ou quelqu'un qui vient de loin, et je trouve qu'il arrive avec voilà, au niveau de la mode vestimentaire, voilà, le goût pour un habit qui vient de loin, et donc est-ce que je m'habille comme habillaient mes parents ou est-ce que je m'habille comme s'habille cette telle personne? Et on pourrait se dire que la situation coloniale a été intéressante par rapport à ces deux possibilités. Est-ce que je vis de façon traditionnelle ou est-ce que je me laisse séduire par la mode parisienne? Voilà, si je suis à Dakar, le petit Paris, est-ce que je m'habille à l'occidental ou est-ce que je m'habille ou est-ce que j'invente quelque chose? Alors, l'idée de Tarde, c'est que ce qui se passe au niveau vestimentaire se passe au niveau aussi linguistique. Cette espèce de double tension et d'hésitation va faire que chaque sujet est capable de trouver un moyen de faire une synthèse et d'inventer une résolution, hein, et donc de faire évoluer la langue et de la faire avancer. On lit juste la citation de Tarde. Une langue a deux manières de se répandre par mode. Elle peut, à la faveur d'une conquête ou d'une supériorité littéraire reconnue, être apprise volontairement par l'aristocratie d'une nation voisine, qui renonce à la première à ses barbares idiomes et suggère ensuite aux classes inférieures le désir utilitaire ou vaniteux d'y renoncer aussi. Donc ça, c'est la langue qui s'impose par le haut. Hein. Elle peut, en second lieu, exercer une action très sensible encore chez les nations qu'elle ne parvient pas à subjuguer de la sorte et qui, tout en conservant leur idiome paternel, se mettent à la copier littérairement, à lui emprunter ses constructions de phrases, son harmonie périodique, ses élégances et sa prosodie. Donc la langue française peut là puisqu'on est en train de parler de francophonie, peut se répandre dans des territoires lointains de deux façons différentes, soit de façon autoritaire, parce que la langue du pouvoir, soit par séduction, hein, soit c'est une langue d'autorité, soit c'est une langue de séduction. Et quand c'est une langue de séduction, d'une certaine façon, elle pénètre de façon plus insidieuse. Elle va par exemple pénétrer les langues locales, par le vocabulaire ou parce qu'il y a des tournures, des syntaxes, etc. Et elle va être dans une relation beaucoup plus poreuse avec les langues locales. Et donc, elle va aussi, à l'inverse,
pouvoir être fécondés par les langues locales. Donc c'est le deuxième volet qui va intéresser notamment Onésime Reclus dans le texte 3 que je vous propose qu'on regarde ensemble, puisque là, dans le texte 3, je ne sais pas si vous avez l'exemplier sous les yeux, hein, mais il met Onésime Reclus, donc j'explique pourquoi ce titre bizarre du roman, de son œuvre, Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique. Il explique qu'en Asie, sa préoccupation, c'est où la langue française va survivre, étant donné qu'en Europe, elle va mourir. Ça ne s'est pas passé, mais admettons. Où est-ce qu'elle a des chances de survivre? En Asie, nous dit-il, elle n'a aucune chance. Parce qu'en Asie, c'est une population, c'est un continent extrêmement peuplé, avec des langues très anciennes qui ont des traditions écrites, et surtout, c'est le nombre. Démographiquement, et en plus, en Asie, il n'y a pas de colonie de peuplement. Donc, il n'y a que quelques militaires, quelques commerçants, il y a une espèce d'élite, quelques administrateurs, il y a une petite élite sociale qui arrive en parlant français, et c'est pas comme ça qu'ils vont pouvoir imposer le français, justement par le haut. Donc, elle est condamnée. Elle va être submergée par les langues chinoises, par ces grandes langues asiatiques. Par contre, quand il dit l'Afrique, il pense au Sahara, il pense à l'Algérie. Il dit population peu dense, etc. Donc là, et puis il pense aussi, dans le même bouquin, même si ce n'est pas dans le titre, il pense à l'Amérique. Il dit regardez ce qui s'est passé, la langue française s'est bien implantée au Canada. Pourquoi? Parce que c'est peu peuplé. C'est les grandes forêts, ils ont défriché la forêt, ils sont rentrés, les populations amérindiennes étaient dispersées, etc. Donc la langue française a pu vraiment faire souche, enfin faire créer, s'implanter là. Il se passera la même chose dans l'Amérique. Ça, c'est juste en Afrique du Nord, en tout cas. Il ne pense pas à l'Afrique dans ce texte-là. Il pense en fait à l'Algérie. Voilà et alors, il met en scène un dialogue entre la position qu'on a lue tout à l'heure de Léopold Saussure, qui dit qu'il ne faut pas exporter notre langue, parce qu'elle va s'abattardir, et puis sa position à lui, qui est la position de Tarde, et de dire voilà, elles vont se féconder les unes les autres. Le dialogue est assez intéressant. Donc là, la position on va l'appeler comment le qualifier, je ne sais pas. Enfin, en gros, moi, je pense que c'est des gens qui ont une pensée raciste des choses, hein, qui disent que la langue appartient à une race et puis qu'on ne peut pas. Donc chaque peuple a créé son langage, et ce langage est devenu le peuple lui-même, la race elle-même. Tout ce que cette race, ce peuple a compris, imaginé, pensé, déduit du spectacle des choses. En le lui ravissant, vous le videz de sa mentalité. Donc vous voyez, c'est un argument compliqué parce qu'on pourrait se dire, il est généreux finalement. Il dit, il ne faut pas enlever les langues indigènes aux colonisés. Il faut leur laisser. En le lui ravissant, vous lui videz de sa mentalité, vous lui volez le passé d'où son avenir aurait spontanément jailli. Vous en faites un perroquet qui jacasse et qui ne comprend pas. Donc c'est là qu'on voit par contre le côté un peu tendancieux. Ils comprendront rien de toute façon. Ils pourront peut-être parler français, mais en fait ils le parleront mal. Et puis quand ils le parleront, ils pontifieront dans un français sans comprendre. Laissez-le donc à ses pensées en le laissant à son verbe, qui évoluera de lui-même pour arriver au cime d'une perfection que votre français dont vous êtes si fier n'atteindra jamais. Donc il prend probablement une position qui était portée beaucoup par les racistes, mais là il a beau jeu parce qu'il explique comme il laisse entendre qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les peuples et que ces peuples peut-être arriveront à une perfection plus haute donc, que nous, la France. Ce type de position, c'est la position de l'apartheid en Afrique du Sud. Hein. En Afrique du Sud, on a créé les Bantoustans et on a dit aux gens, ils vont parler leur langue et ils s'épanouiront dans leur langue. Donc, ils auront leur université, leur littérature et ils se débrouilleront. Nous, on prend les meilleures terres, on prend les diamants, les mines, etc. Mais en tout cas, on n'intervient pas parce qu'on n'a pas à intervenir dans leur culture, chacun chez soi, et dans sa langue. À cela, donc, Onésime Reclus, propagandiste de la colonisation, et qui est pour que la langue française vienne envahir les autres, répond « Il se pourrait, vous avez peut-être raison, mais le tourbillonnement de la mer du monde arrache désormais toute indépendance au roulis des nations. » Donc lui, il est pragmatique, il dit « C'est peut-être vrai ce que vous dites, mais de toute façon, là, le monde, il est dans un énorme mouvement de mondialisation, et cette autonomie des nations et des langues, on ne l'aura pas. On l'a perdue et on ne la retrouvera pas. Les vents sont trop durs, les typhons trop aspirants, les saccades trop fortes, les marées trop hautaines, pour que chaque flot se déroule
en long rythme jusqu'au port, asile de la tranquillité. Les petits élans s'y coupent et s'y traversent, les immenses ondulations s'y propagent, seuls droit devant elles. Tous les petits idiomes ont le droit à la survivance, mais aucun n'en a la force. Et la force ici, c'est bien vite le droit. C'est ce que je vous disais sur la vision un peu anarchiste des choses. Il n'y a rien qui pourra protéger les faibles contre les forts. Il faut poser ça d'abord si on veut avoir une pensée en politique linguistique, etc. Il se trouve que l'Europe a acquis une supériorité militaire et technologique qui fait que dans ces années 1880, elle va submerger le monde. C'est un fait, on peut le regretter, mais c'est un fait. Qu'est-ce qui va se passer? Ces petites langues locales vont être submergées, vont être emportées dans le flot, elles vont mourir pour mourir. Pourquoi alors ça, en fait, l'histoire l'a quand même bien contredit. Hein, ici. Le français n'est pas mort en Europe et les langues africaines ne sont pas mortes en Afrique. Hein. Donc, c'est pas qu'il avait raison. Mais c'est intéressant de se mettre dans ça. Qu'est-ce qu'il en tire comme conclusion? Mourir pour mourir. Pourquoi n'aurait-il pas le français pour héritier, au lieu de l'anglais, de l'allemand, de tout autre idiome de l'Europe occidentale? Et du coup, je passe tout de suite au texte 4, parce que c'est ce texte-là qui va nous intéresser, qui est un texte un petit peu qui nous dit des choses que l'on dit maintenant assez fréquemment sur la francophonie, notamment dans les textes sur la créolité, etc. Le remplacement des idiomes africains par le français ne détruira pas le moins du monde les âmes de nos peuples, ce qu'il y a d'original dans leur mentalité, donc de nos peuples, c'est-à-dire de nos peuples colonisés, hein, ce qu'il y a d'original dans leur mentalité subsistera pour augmenter la nôtre. À cette substitution, ils ne perdront pas et nous y gagnerons des vibrations, des harmonies nouvelles pour la grande langue de oui, donc la langue d'Oil. D'autres voix s'uniront à nos voix intérieures. Quant à notre verbe à nous, il exprimait l'âme antérieure aux Celtes, l'âme celtique, l'âme ibérique, l'âme ligure, etc. Il exprimera dorénavant l'âme arabe, l'âme berbère, l'âme mandingue, l'âme saharienne, l'âme nigérienne et d'autres encore. Mais ça, c'est un argument devenu très banal dans la rhétorique diplomatique de la francophonie et de l'OIF, de dire finalement la langue française est une langue d'accueil de toutes les cultures du monde et toutes les âmes des peuples vibrent à l'intérieur de cette langue et sont en résonance à l'intérieur de cette langue. C'est une conception très impériale de la langue. Il y a eu des réponses apportées que je trouve très intéressantes, notamment pour ceux que ces questions intéressent, d'un écrivain africain qui s'appelle Ngugi wa Thiong'o, peut-être que vous le connaissez, un écrivain du Kenya, qui a tout à fait répondu à ce genre d'argument en disant très bien, mais oui, puisque c'est une question de rapport de force, moi je propose de faire ça avec ma langue maternelle qui est le Kikuyu. Que le Kikuyu soit la langue qui accueille toutes les langues du monde et qui vibre aussi, et d'une certaine façon, je pense que Onésime Reclus aurait dit, mais oui, c'est tout à fait, vous en avez tout à fait le droit, et vous avez tout à fait raison d'ailleurs de penser cela, et de proposer cela comme programme. Donc Ngugi wa Thiong'o, qui est un vieux monsieur maintenant, mais qui a développé tout un programme de traduction de la littérature mondiale en Kikuyu, de Shakespeare avec une langue qui n'avait pas de tradition littéraire écrite, à part quelques textes de missionnaires qui avaient traduit la Bible à l'époque, pour en faire une grande langue de résonance mondiale, des cultures mondiales. Voilà, l'âme des peuples s'ancre moins dans des structures linguistiques, nous dit Reclus, qu'elle ne vibre, comme le disait par exemple, souvenez-vous Rivarol, il a raison, qu'elle ne vibre à la surface des langues et se propage par des ondes sonores que propulsent les voix des peuples. C'est une vision très horizontale et très immanente. Les langues se propagent et en se déplaçant, en pénétrant d'autres milieux, elles acquièrent des nouvelles résonances. Donc elles se métamorphosent aussi en se propageant. Il se trouve que pour des raisons militaires, c'est la langue française qui a profité de ce mouvement, mais rien n'empêche que ça puisse passer dans d'autres sens, à d'autres moments de l'histoire. Ça nous rappelle quand même, enfin c'est quelque chose qui est une évidence d'un autre côté, mais c'est que la francophonie, s'il y a des défiances, notamment en France sur ce registre, c'est que c'est les connotations néocoloniales qui font que dans l'université française, par exemple,
beaucoup se méfient de cette catégorie de la francophonie et qui ouvre des débats compliqués. Le manifeste pour une littérature monde en français qui commence par dire la francophonie est morte, c'est à cause de ça, d'une certaine façon, parce que on sent bien que la francophonie a quelque chose qui reste d'une conquête coloniale dont on voudrait, en tout cas, sinon s'en débarrasser, mettre sous le tapis, quoi. Parce que quand on dit c'est la littérature monde, bah, d'une certaine façon, ça reste quand même. Les empires sont toujours mondiaux. Hein. L'Angleterre, c'est l'empire, le soleil ne se couche jamais. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ces nouvelles harmonies, nous dit Reclus, et je termine avec lui, ne naîtront pas d'un accord entre les langues, mais naîtront au contraire d'une violence et d'une friction. Et c'est une des choses que je trouve intéressantes dans la proposition d'Onésime Reclus, c'est que la francophonie est héritière d'une histoire de violence et qu'elle est héritière d'une friction des langues et non pas d'une harmonie. Et c'est de ces frictions que vont pouvoir naître des littératures qui sont inventives, qui seront créatives. Hein. C'est les littératures francophones, dans cette perspective liées aux migrations, au déplacement de population, aux mêlées des peuples, sont des littératures qui sont au plus près de ce qui s'est effectivement passé sur le terrain, dans les lieux où la langue française a fait irruption, ou a été importée. Regardez le texte 5, donc là on change d'époque, là on se retrouve dans une époque plus récente, Chamoiseau, mais tout le mouvement, donc Patrick Chamoiseau, c'est un écrivain martiniquais, hein, je pense que vous avez entendu parler de lui, vous connaissez un petit peu, qui a fondé, entre autres, qui a participé à ce qu'on a appelé le mouvement de la créolité, qui est tout à fait, en ce sens, fidèle à ce que disait Onésime Reclus. Il n'y a pas d'histoire de la langue française qui ne soit pas une histoire d'abord de mouvement de population. En tout cas, il n'y a pas d'histoire mondiale qui ne soit d'abord une histoire géographique, de déplacement, de migration, de déplacement de millions d'esclaves, etc. Et les lieux que sont ces îles créoles où les autochtones ont été éliminés, donc ce qui pourrait rester de herdérianisme, l'idée de l'âme des peuples, là, il ne se pose même plus, puisque là, il n'y a plus de Berbères, ils ont été éliminés, ils sont morts, il n'y a plus de Caraïbes, et donc il n'y a que des gens venus d'ailleurs. Il n'y a que des gens qui sont venus d'ailleurs, qui arrivent et qui fabriquent la créolité. Il reste quelques racines verbales de la langue caraïbe qui viennent se perdre dans ce flux de mots venus de partout, qu'est la langue créole. Et voilà ce qu'écrit Chamoiseau, donc dans un ouvrage qui n'est pas l'éloge de la créolité, mais qui est Écrire en pays dominé, donc c'est le texte simple. Hein. Écrire en langue créole, écrire ouvert en toute langue, convie à une plongée dans le vivant du monde, pas dans l'espace commun techno-commercialo-scientifique, mais dans les maillages scintillants où s'éprouve l'extrême vivant qui vit, les hommes qui s'en mêlent. Voilà, c'est là qui m'intéresse par rapport à la donne spatiale et géographique. Les hommes qui s'en mêlent, peuples qui se relient et se traversent, et s'égayent en diaspora, ou se serrent en tribus, les proliférations vitales tramées entre elles par atomes et par sommes, et qui se répercutent dans un ensemble dont l'expression lyrique n'a pas été atteinte. En devinant cette chaos-poésie des hommes, peuples, mondes reliés, déjà rôdeuses en elle, la langue créole tiendra l'axe des vitalités, des émotions, des audaces esthétiques. Voilà une belle citation qui est cette résolution proposée entre une position universaliste, la langue de la raison, mais une langue abstraite, froide, désincarnée, celle de la raison, et puis l'approche romantique herdérienne où la langue serait l'âme profonde des peuples, et donc serait une langue autochtone attachée à un terroir qui serait une solidarité de l'homme et de son milieu, mais donc il trouverait une autre fixité. Et là, il nous pose cette proposition tierce qui, d'une certaine façon, correspond à l'histoire de ce qui s'est passé dans le monde depuis 2 siècles. Enfin, ces brassages et ces mouvements de population qui ont entraîné les langues avec elles et qui ont entraîné les langues vers l'avant. Donc la francophonie, parmi d'autres, les littératures francophones, elles sont sur cette vague-là. Mais on pourrait dire que cette position-là, puisque lui, il ne parle pas de la francophonie, il parle de monde créole, on pourrait dire que ça pourrait se dire sur toutes les langues,
on pourrait voir les choses comme ça sur toutes les langues, y compris la langue la plus minoritaire parlée par quelques dizaines de survivants d'une population qui a été quasi génocidée en Afrique centrale, en Namibie, etc. Puisqu'elles sont héritières aussi de ces flux, même si ça a été pour le pire pour elles. Elles ne peuvent se parler qu'en présence, comme disait Glissant, qu'en présence de toutes les langues du monde. J'écris en présence de toutes les langues du monde. Voilà, j'ai parlé combien de temps? Oui, c'est bien, je suis à mi-chemin, donc je fais un deuxième volet. Donc après ce moment un peu de généalogie, là, comment les grandes questions des littératures francophones peuvent être revues à partir en repartant des propositions de Nézim Reclus et de la géographie dans une perspective géographique et spatiale. Maintenant, je fais un deuxième volet de cette conférence, mais si, encore une fois, c'est difficile, je comprends que ce soit difficile pour vous d'intervenir, mais si jamais vous voulez, allez-y, branchez le micro, et puis peut-être déjà sur ce premier volet, il y en a qui veulent réagir, ou soit pour donner un point de vue, ou pour proposer une ouverture. Sinon, j'envoie tout de suite sur le 2, mais je ne veux pas vous frustrer non plus. Non, il n'y a pas de personnes qui veulent... Ou donner une autre référence, parce que ça peut être aussi... finalement, tout ce que je vous ai présenté à partir de 3-4 auteurs sont des idées qui ont pu être partagées par beaucoup d'autres. Et on pourrait, par rapport à la question, alors je ne sais pas sur quel corpus vous travaillez, ou d'ailleurs, je ne sais pas si vous travaillez sur les littératures francophones. En fait, au bout du compte, non, vous travaillez en littérature, c'est très différent, quoi. Mais pour les gens qui travaillent sur les littératures francophones, il y a beaucoup de questions qui sont à la fois très contemporaines et très anciennes, quoi. Notamment cette question qui est presque intuitivement première, quand beaucoup de poètes ont pu écrire, je pense à des poèmes de Lalo, sur la souffrance que ça peut être d'être un Sénégalais et de n'avoir que la langue française pour faire de la poésie. C'est-à-dire une langue qui n'est pas la sienne pour dire une âme. Vous voyez, ce type et la souffrance, elle est là, probablement. Il n'est pas question de dire qu'il joue à quelque chose. De se sentir avec un outil linguistique qui n'est pas adapté à ce qu'on a envie de dire au fond, c'est une conception très particulière de la langue, qui est la conception herdérienne, quoi. Et finalement, la conception herdérienne, qui a souvent été la conception qu'ont eu en tête, par exemple, les militants de la lutte anticoloniale, qui se sont appuyés sur ça, en disant la colonisation nous a niés dans nos langues, nous a niés dans nos âmes, nous a niés dans nos perceptions, etc. Et donc, la colonisation nous a agressés avec la langue. Et donc, s'appuyant sur une revendication des langues indigènes contre cette langue impériale, a donné lieu à des mouvements littéraires et philosophiques, voire même idéologiques, qui ont pu être assimilés à des mouvements de la droite française, régionaliste, de Maurras, etc., qui jouaient par exemple le terroir contre Paris, en disant voilà, nous, on est. Et il y a eu, on va prendre des travaux sur Sangor et le mouvement de la négritude, montrant comment Sangor était très influencé par les thèses de Maurras, par exemple, hein, qui se réclamait d'une identité contre une France cosmopolite, ou une France, alors chez Maurras, hein, contre un Paris, contre un centre parisien vendu aux Juifs, puisque c'était entre deux guerres, dans la montée de l'antisémitisme. L'antisémitisme, le Juif prenant la figure du déterritorialisé absolu, du cosmopolite qui n'a pas d'ancrage, et puis les régions parlant au nom du terroir, quoi. Je vous dérange pas parce que là, du coup, je fais un cours. Pas de souci, je ne vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors maintenant, deuxième volet sur les perspectives. Donc, je vais être un peu plus concret sur les courants critiques et puis voilà, un petit peu plus systématique et moins historique sur l'histoire des idées. Sur les trois grands volets, je terminerai. Je vais commencer par la question littérature et territoire. Donc, la question en gros nationale. Qu'est-ce que ça va devenir? Cette question puis la question de la mondialité,
toujours dans la perspective géographique et spatiale. Littérature monde, qu'est-ce que ça sous-entend et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la conception de la littérature, d'asseoir la littérature à échelle mondiale. Et puis le troisième volet, sur la question du lieu et du local. Donc pas du territoire, mais du lieu et du micro-lieu éventuellement. Et là, j'en profiterai, ce sera l'occasion de terminer sur la perspective qui, moi, m'intéresse beaucoup, ce qui est les approches éco-critiques et éco-poétiques. Donc d'abord, la question du territoire, littérature et territoire. Soupçon, dans le monde universitaire, quand on se méfie de la catégorie littérature francophone avec un S, hein, littérature francophone, souvent ce qu'on reproche, c'est de dire mais oui, mais les littératures francophones, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est une catégorie complètement composite en fait. Vous n'allez pas pouvoir comparer les littératures francophones du Vietnam et puis du Congo, et puis ça n'a rien à voir, et du Québec, c'est des mondes très différents. Donc vous avez une espèce de monstre à 3 têtes, ou à 5 têtes, ou à 10 têtes, et donc vous n'arriverez pas à la faire tenir. Et donc en général, effectivement, c'est un problème objectif quand on veut faire des manuels de littérature francophone, de dire mais comment on l'organise, quoi. Est-ce qu'on va décliner tous les territoires nationaux en disant voilà la littérature africaine, la littérature du Maghreb, et puis après la littérature tunisienne, il y a beaucoup de manuels qui vont par nation distinguer littérature tunisienne, littérature algérienne, littérature marocaine, ou alors quelquefois regrouper littérature du Maghreb. Mais on fait comme ça, on fait des cloisons géographiques, des cloisonnements géographiques pour pouvoir à l'intérieur de ces rubriques présenter des histoires nationales cohérentes, quoi. On va dire oui, donc première génération, deuxième génération, c'est le genre de périodisation qu'on fait très volontiers dans les littératures francophones, de dire la première génération des écrivains nigérians, la deuxième génération, ou alors vague, tout un vocabulaire différent qui va pouvoir être utilisé. Donc on fait de l'histoire littéraire à partir du moment où on a posé les bornes territoriales. Donc en d'autres termes, la littérature francophone, elle est multinationale et elle se décline à ce moment-là nécessairement au pluriel. Et on est obligé de dire les littératures francophones et non pas la littérature francophone. Pourquoi? L'idée, c'est que les littératures francophones sont attachées aux nations et en tout cas aux territoires, parce que ça peut être aussi des territoires plurinationaux, hein, des régions par exemple. Littérature d'Afrique centrale, et il va y avoir plusieurs nations dedans. Ou littérature d'Afrique du Pacifique, par exemple, les littératures du Pacifique. Traduite en termes géographiques, hein, cette question pose le problème plus large de la nécessité, est-ce qu'on peut, d'un ancrage territorial pour parler des littératures, et pour les identifier d'abord, avant de en parler, pour les identifier, et pour les classer. Et quand on fait ça, ça a des conséquences quand même sur la présentation de la littérature. Donc l'articulation littérature-territoire, elle n'est pas évidente en fait. Et le problème que posent les littératures francophones permet de s'en rendre compte qu'elle n'est pas évidente, cette articulation. Parce que déjà, dans les littératures francophones, il y a plein de diasporas. Il y a plein d'écrivains qui, au départ, sont considérés, Mohamed Dib, il est algérien, mais il vit en Scandinavie. Enfin, il y en a plein, quoi. Le nombre d'écrivains francophones qui ne sont pas là où ils devraient être, entre guillemets, qui ont quitté le territoire, quoi. Donc, à ce moment-là, et tous les débats sans fin qu'on peut avoir dans les colloques de francophonie, de savoir, oui, mais est-ce que vraiment il est encore algérien ou est-ce qu'il est français? Quelquefois, ça devient fatigant parce qu'on se dit, mais alors on devient des contrôleurs de douane, là, on est en train de demander aux écrivains leurs papiers. On ne sait pas très bien où ça nous emmène, ces questions-là, mais c'est un petit peu presque des questions obligées par rapport à cette donne, quoi, à cette idée que la littérature doit être attachée à une nation. Et donc, quand je dis nation, traduit en termes géographiques, à un territoire. À un territoire. Donc la vocation géographique des littératures francophones, à ce moment-là, ce sera d'aider à constituer et à orienter un imaginaire du territoire de référence. Il y a un ouvrage, peut-être que vous connaissez, d'un historien qui s'appelle Bénédicte, c'est un homme, hein, Bénédicte, donc Bénédicte Anderson, sur l'imaginaire national. Et il parle pas mal des colonies, pour le coup, mais plutôt des colonies américaines. Mais pourquoi il est intéressant? Parce qu'il explique que dans le sentiment national, la fabrique du patriotisme, en gros, ça remonte au XVIIIe siècle, avant la grande vague romantique du XIXe, et ça s'est fabriqué dans les périphéries, dans les colonies. Et notamment, la question de la carte
de la représentation cartographique a été très importante. On crée un patriotisme algérien à partir du moment où on diffuse des cartes de l'Algérie. On crée un patriotisme français avec la carte de l'Hexagone. On crée un patriotisme corse avec la carte de la Corse. On crée un patriotisme panafricain avec la carte de l'Afrique qu'on fait en logo, qu'on met, etc. Donc le contour du territoire est très important. Et il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est une composante de la fabrique d'un sentiment national. Et d'une certaine façon, la littérature, eh ben, elle joue un petit peu, elle peut jouer aussi ce rôle-là, hein, d'être une sorte de carte alors une carte littéraire cette fois-ci, mais on pourrait dire que la littérature prend volontiers un tour cartographique lorsqu'elle se projette dans un territoire, que ce soit sous la forme d'un espace déjà occupé et habité ou d'un espace à habiter ou à conquérir. C'est toutes les questions de la dimension identitaire des littératures francophones qui est posée ici. Hein, et la question des identitaires qu'on pose à propos des littératures francophones est liée à cette question territoriale, en particulier en contexte impérial. Pour reprendre un vocabulaire d'Édouard Saïd, hein, sous le glacis de l'administration impériale, hein, qui chapeaute des régions, des territoires, avec des peuples, ici les Berbères, les Haoussa, les Bambara, etc. Il y a en dessous des territoires, et des territoires quelquefois qui s'entrecroisent, qui se chauffent, et des conflits d'identité, et des exacerbations de conflits identitaires. On pourrait dire que les clashs, ce qu'on appelle à propos de l'Afrique subsaharienne souvent, les clashs ethniques sont directement héritiers des logiques impériales. On a bien construit les ethnies et puis ensuite on a tout mis en place pour que les clashs, et quelquefois on les a instrumentalisés politiquement. Donc, sous le glacis de l'administration coloniale, les territoires s'enchevêtrent et se superposent, ça c'est une citation d'Édouard Saïd, hein. Ils aspirent à être reconnus et s'appuient pour ce faire sur des phénomènes d'émergence littéraire. Je vais apparaître avec ma littérature et mes territoires. Le terme d'émergence, qui a souvent servi pour parler des littératures francophones, en fait, il prend son sens dans cette idée d'une affirmation territoriale de la littérature. C'est des territoires qui émergent tout d'un coup, qui veulent s'affirmer en tant que territoire, contre éventuellement l'autorité impériale. On pense à l'impact donc des littératures du terroir en francophonie, hein, donc pendant tout le XXe siècle, hein, et notamment sur les littératures émergentes dans le monde francophone, hein, au Québec, en Haïti. Les littératures du terroir étaient importantes dans la littérature haïtienne depuis le 19e et au 20e, un peu partout sur le continent africain à l'époque coloniale. Je vais écrire ma terre, mon territoire, mon espace. Hein, les terroirs, c'est d'une certaine façon ce que l'administration impériale ne prend pas en compte, c'est-à-dire l'expérience des lieux. Les terroirs ne surplombent pas les personnages. Les terroirs sont sous les pieds des personnages de romans, dans le roman du terroir. Ils sont propices à l'expression de leur âme et de leur identité. Hein, et le terroir, c'est un enjeu, et la littérature du terroir est un enjeu important des littératures anticoloniales sous domination. Pensez, là je prends un peu du côté de l'Algérie, hein, les textes la colline oubliée, Maméry, voilà, Mouloud Maméry, etc., Pharaon, etc., qui ne se réduisent pas à ça, mais ont une composante de littérature du terroir. Donc, enjeu capital dans des littératures sous domination impériale en mal de légitimation, hein, au sein de territoires conquis et administrés. Il n'est pas étonnant que la littérature du terroir ait été la forme privilégiée adoptée par les écrivains engagés dans le combat anticolonial. Il s'agit de disputer l'âme des lieux aux occupants. Et les enjeux de l'articulation entre territoire et terroir sont des enjeux théoriquement très intéressants. Là, on parlait de l'actualité de la recherche. Qu'est-ce qui fait la différence entre un territoire et un terroir? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Territoire, c'est un thème géographique.
terroir, ce n'est pas un terme géographique. Les géographes n'utilisent pas cette notion. Un territoire, c'est une portion d'espace appropriée, hein, sous contrôle. Donc, beaucoup de villes postcoloniales, on pourrait dire, font exister des territoires à l'intérieur de la ville, par exemple sous forme de quartiers, d'habitants de quartiers qui vont défendre leur quartier contre une administration de la ville qui veut détruire, qui veut raser le quartier, dans des zones incontrôlées de croissance urbaine, bidonvilles, etc., qu'on va vouloir déguerpir. Et il y a le grand roman de Chamoiseau, hein, qui s'appelle Texaco, qui met en scène cela. Comment des gens qui ont développé aux abords de la ville et qu'on veut déménager, défendent leur territoire terroir, d'une certaine façon, leur lieu. Voilà pour la question du littérature et territoire. Donc, qui est une première façon d'aborder la question géographique et de poser la question des littératures francophones. Vous voyez que ça va plus loin que la question nationale, puisque le territoire n'est pas forcément national. Hein, mais en tout cas, ça met en jeu la question d'identité. Est-ce que la littérature sert à poser notre identité, à émerger, à s'affirmer de façon identitaire? C'est un usage qu'on peut faire de la littérature, c'est même un usage important qui a souvent été fait, notamment dans le contexte de la lutte contre les hégémonies et contre les... Marouane, vous voulez intervenir? Ah non, je pensais, parce que je voyais que vous leviez la main, que vous leviez le coude. Deuxième grand, je surveille, oui, ça va aller, je suis bien dans les temps. Deuxième grand volet, cette fois-ci, et je bascule dans autre chose, je ne prends plus les littératures par rapport au territoire à défendre, ou à affirmer, ou à revendiquer, ou à occuper, ou à faire vivre, mais je prends la littérature par rapport au monde. En disant, oui, non, la littérature, elle est d'emblée, et son lieu, c'est le monde. Elle est d'emblée globale, et c'est là qu'elle intervient, c'est là qu'elle existe. Elle est en quête de mondialité. Et si on est écrivain, c'est qu'on parle au monde. Et d'une certaine façon qu'on parle au monde, et d'une certaine façon qu'on parle depuis le monde. C'est qu'en tant que, alors c'est pour reprendre un vocabulaire du cosmopolitisme, citoyen du monde, hein, que j'écris, et c'est ça que je mettrai en avant. À défaut d'être stable. Donc, est-ce que les littératures francophones, plutôt qu'être des littératures des territoires, avec un S, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à les envisager comme des littératures du monde? Littérature mondiale, je vous parlais de ce fameux manifeste que je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à lire, parce qu'il est quand même intéressant, même s'il est très discutable à bien des aspects. Alors, ça vaut le coup, là, si vous êtes prof ou si vous devenez prof, de le décortiquer avec des étudiants ou des élèves, parce qu'il est vraiment très intéressant, en fait. A priori, il séduit. Puis quand on regarde de plus près, on se dit, oh là là, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc, à défaut d'être stabilisées dans des territoires nationaux, les littératures francophones peuvent être vues comme des passeuses de frontières, voire même des littératures qui parlent depuis les frontières, installées sur des frontières. C'est par exemple, hein, il y a une écrivaine camerounaise qui est très en vogue en France, en tout cas, qui fait des best-sellers, qui s'appelle Léonora Mianou, et qui a rassemblé des conférences sous le titre « Habiter la frontière ». Donc voilà, son lieu à elle, d'écrivaine, c'est pas le Cameroun. Elle vit en France, elle est arrivée en France à l'adolescence, mais elle dit c'est pas non plus la France. Donc je parle pas depuis un territoire. Par contre, le lieu que je me choisis, moi, en tant qu'écrivaine, c'est la frontière. C'est elle aussi qui a lancé un courant qu'elle appelle afropéenne, l'afropéenne. Donc je suis afropéenne, mais je suis ni l'un ni l'autre. Je suis dans aucun des deux territoires, je suis à la frontière des deux, et c'est de là que je fais mon texte littéraire. Donc avec des identités hybrides qui seront revendiquées par des écrivains francophones, contemporains, mais déjà assez anciens finalement, ça fait assez longtemps que c'est fait, qui se supposent en situation d'extraterritorialité dans l'espace géographique. Il y a eu beaucoup de choses dites là-dessus sur les littératures migrantes, etc. Donc des littératures de gens qui ont quitté un territoire et qui ne sont pas accueillis dans un autre territoire, donc ils sont dans un entre-deux. Et c'est de là qu'ils écrivent. Et même si, encore une fois, sur les papiers d'identité, l'écrivain, il a son logement en France ou dans tel ou tel pays, il peut très bien littérairement considérer qu'il est nulle part, hein, ou qu'il est, plutôt que nulle part, parce que ce n'est pas nulle part,
qu'il est dans un lieu, dans un entre-deux ou sur une frontière, dans un lieu interstitiel. L'identification de la frontière comme espace de transaction découle en fait d'une mise en perspective globale et à voir avec cette question du mondial. La référence au mondial peut servir à étayer cette idée. Si je suis mondial, c'est que je suis dans les frontières. C'est que je suis dans les frontières. Les frontières existent d'une certaine façon d'un point de vue mondial. Et les grandes... qui est-ce qui garantit les frontières? C'est des grands organismes qui décident que les frontières seront intangibles. Quand à la sortie de la colonisation, on a dit que les frontières héritées de la colonisation en Afrique ne pourront pas être bougées, il a fallu pour le dire qu'il y ait l'ONU ou qu'il y ait l'OUA qui était en train de se créer, qui se sont mis d'accord. Donc des institutions qui en fait existent au niveau mondial. Il y a un anthropologue français qui, je trouve, alors il ne parle pas de littérature, quoique, il travaille beaucoup avec les écrivains et les artistes, qui s'appelle Michel Agier, qui a beaucoup travaillé sur les camps de réfugiés et qui est dans cet optimisme-là, de dire oui, c'est des conditions terribles, mais en tout cas, ils sont en situation d'extraterritorialité. Ils sont gérés par des grands organismes internationaux, la Croix-Rouge, l'ONU, etc., soumis à des règles. Ils sont dans aucun territoire. Et de ces lieux-là, ils inventent des cultures. Ils inventent des cultures, derrière la grande difficulté, la grande misère humaine, il y a une possibilité. Alors, c'est peut-être un optimiste trop volontariste, même si lui est très proche de ça, il fait beaucoup de terrain, etc. Il y voit une possibilité créative. Donc, on pourrait se dire, sans prendre la métaphore, sans prendre sur un biais trop à la lettre, mais plutôt, et non plus sans trop métaphorique, mais en tout cas appliquer cette idée-là, que les littératures francophones, elles tireraient leur force de leur extraterritorialité, le fait d'être ni dans un territoire ni dans l'autre, mais l'entre-deux de tous les territoires. Il y a un ouvrage qui a posé beaucoup de bases de ce que pourrait être la littérature en régime mondial. Peut-être que vous le connaissez. C'est une sociologue de la littérature qui s'appelle Pascal Casanova, et l'ouvrage s'appelle La République mondiale des lettres. Si vous ne le connaissez pas, il est paru en poche. Il est intéressant parce qu'elle parle pas mal des littératures francophones. En fait, elle parle pas mal des littératures dites périphériques, qu'elle continue d'ailleurs elle-même à dire périphériques parce que son hypothèse, qui est malgré tout un peu discutable, mais c'est de dire qu'il y a des centres de la littérature mondiale. Et elle, notamment, elle dit que de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e, le centre de la littérature mondiale, ça a été Paris. Donc là, pour le coup, la littérature française est devenue une littérature mondiale, des écrivains américains, des écrivains sud-américains, des écrivains venaient se faire traduire à Paris. Et une fois qu'ils étaient traduits à Paris, elle cite Borges, elle cite plein d'écrivains comme ça, et d'écrivains américains aussi, beaucoup. Une fois qu'ils sont traduits en français, ils deviennent connus dans leur propre pays d'origine. Donc ça devient une espèce de lieu obligé si on veut avoir sa légitimité littéraire. Donc c'est une approche très sociologique. C'était une thèse qu'elle avait faite avec Pierre Bourdieu, mais qui est intéressant. Et elle replace les démarches littéraires des écrivains issus de territoires éventuellement minorés ou relégués dans une stratégie mondiale en vue de la reconnaissance. Quand on écrit depuis Bujumbura, ou etc., très souvent, et ça, factuellement, c'est vrai, des manuscrits d'écrivains qui n'ont pas encore été publiés vont être envoyés directement aux éditions du Seuil ou à des éditions parisiennes, quoi. Et quelquefois publiés à Paris, du coup, deviennent des écrivains importants. Là, j'ai pris l'exemple de Bujumbura, donc au Burundi, par exemple. Donc, cette espèce de subsistance d'une centralité impériale. Alors, Pascal Casanova montre de façon assez convaincante que la carte mondiale, donc dans une stratégie, jouer la carte mondiale, est l'arme du faible, des minorés ou des oubliés, dans un système littéraire globalisé, contrôlé par un centre de gravitation de la valeur, avec son hypothèse, c'est que Paris est, alors en tout cas jusqu'à une bonne partie du XXe, la capitale de la République mondiale des lettres. Donc conscience aiguë de la frontière, qui naît souvent d'un questionnement sur sa place dans le monde. Les littératures francophones ont dans cette perspective-là, une dimension extraterritoriale qui peut être considérée comme essentielle à leur statut.
beaucoup d'écrivains francophones sont des déplacés, des exilés, des diplomates, des fonctionnaires internationaux qui écrivent, pour eux bien sûr, mais quand on est écrivain, on a toujours la prétention d'écrire pour les autres, à destination des autres, mais aussi au nom des autres, pas comme porte-parole, mais voilà, parler à la place d'eux ou pour, hein, avec toute la polyvalence de ce petit préfixe, pour ceux qui se posent la question de leur place dans le monde. Donc, ce n'est pas forcément une usurpation d'identité, mais c'est de dire, voilà, et c'est une des choses que je trouve importante et intéressante dans les littératures francophones, c'est qu'elles sont nourries par des inquiétudes plus que des interrogations. Et quand on leur reproche d'être des littératures identitaires, moi je dis plutôt c'est moins des littératures de l'affirmation identitaire que des littératures de l'inquiétude identitaire. Là où les littératures de la vieille Europe ou des grands centres impériaux, finalement, sont assez peu inquiets. Ils savent qui ils sont, c'est pas un problème, quoi. Parce qu'ils sont assis sur une sorte d'héritage historique qui leur apparaît. Bien sûr, tout ça s'est construit comme une évidence, hein. C'est peut-être une marque de... Il y a je reviens un tout petit détour par les questions linguistiques parce que c'est une notion qui est vraiment très fructueuse si vous la connaissez pas. C'est une chercheuse québécoise qui s'appelle Lise Gauvin. Et Lise Gauvin, elle explique que ce qui relie tous les écrivains francophones, donc elle parle du Québec au départ, mais elle se rend compte que c'est un point commun à beaucoup d'écrivains francophones, c'est ce sentiment d'insécurité, hein. Et elle invente le terme de surconscience linguistique. Elle dit là où un écrivain français écrit en français, il a une conscience linguistique, bon voilà, il écrit en français. Bon, il sait qu'il écrit en français, donc il en a conscience. Les écrivains francophones sont dans un rapport d'insécurité par rapport à la langue. Alors, pour le Québec, c'était plus flagrant, hein, avec une espèce de complexe du québécois dans les années 50. C'est plus du tout le cas maintenant, d'être pas bien parler français, d'être un peu régional, etc. Donc, ce sentiment d'insécurité linguistique, est-ce que je vais bien parler français, etc. Et ça, met dans leur tête l'idée d'une surconscience linguistique, qui est liée à ça, de se sentir, elle dit, dans une relation d'inconfort et de doute par rapport à la langue. On pourrait généraliser ce propos qu'elle tient sur la langue de façon plus large, d'inconfort et de doute par rapport à son identité, hein, et par rapport à qui on est. Et ça, pour la créativité littéraire, c'est formidable, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir, quoi. Enfin, parce que là, on est assis sur aucun territoire. Donc le terme de surconscience linguistique, on pourrait l'adapter et de dire surconscience identitaire, ça voudrait dire qu'on est dans une relation. Ah, j'ai vu qu'il y avait un chat là. Attendez, il faut que je mette les chats parce que je ne les vois pas. L'Heroic Land de Perceval et Klotz montre comment des cultures et d'autres manières d'habiter le monde sont possibles dans ces non-territoires que peuvent être les camps de réfugiés. Merci beaucoup pour cette référence que je ne connais pas du tout. Si vous avez un micro, n'hésitez pas à nous dire un peu plus sur cet ouvrage. Ou sur Bonjour, en fait, c'est un ouvrage, c'est un film de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval qui est sorti en 2017 et qu'ils ont fait autour du camp de réfugiés de Calais. Et ce qui marque effectivement dans le film, c'est comment est-ce que les langages se mélangent et que même si on comprend pas les langages des uns et des autres, on arrive à créer une sorte de Babel, une sorte de nouveaux mondes où on communique autrement, où on crée d'autres cultures presque mosaïques, prenant de la culture de chacun, on crée un monde, etc. Et ça m'a marqué. Ça résonne beaucoup, ce film, avec ce que vous disiez tout à l'heure. D'accord, très bien, super. Ben, j'essaierai de le voir. Je ne sais pas si c'est possible de le voir en ligne, là, mais je ne connaissais pas cette référence. Je vous remercie. D'ailleurs, je vais la noter parce que comme je sais que les chats disparaissent quand on éteint, ben, je ferai ça tout à l'heure. L'Heroic Land, mais ça me dit quelque chose, ceci dit. Peut-être que j'avais déjà vu un trailer ou quelque chose. Il y a eu pas mal de films sur la jungle de Calais qui sont très intéressants d'ailleurs de ce point de vue-là, effectivement. Bon, il se trouve que ça a été beaucoup filmé. Je pense que beaucoup plus que beaucoup d'autres camps qui sont plus loin et plus perdus dans le monde où les caméras viennent moins, mais ça doit se passer donc un peu partout.
Ouais, je vais terminer sur, sur cette question, le lien entre frontières et puis mondialité. Et donc, le point de distribution de la mosaïque francophone, oui. Donc, si on prend une approche territoriale, peut sembler comme une espèce de mosaïque composite, donc dont on n'arrivera jamais à faire la synthèse, donc c'est vain, donc c'est une catégorie qui n'existe pas. C'est la critique qu'on entend souvent, de dire les littératures francophones, non, il faut résoudre ça, c'est un monstre composite. Donc, soit ils sont en littérature française, soit ils sont en littérature ci ou ça, mais il faut leur trouver une place, quoi. Là, ils n'ont pas de place. Donc oui, là, on vient de répondre, ils n'ont pas de place parce qu'ils sont, c'est une littérature de frontalière. Et donc, de frontière en frontière, on fait le tour du monde, quoi. Si je longe les frontières, eh ben j'arpente le monde dans sa totalité. Donc, c'est une façon de résoudre la question de la distribution de la mosaïque francophone, montrer que ce n'est pas une mosaïque, mais c'est un réseau, d'une certaine façon, et lui donner une assise globale. Et les grandes institutions, finalement, qui sous-tendent, qui promeuvent, pour le meilleur ou pour le pire, on pourrait dire, les littératures francophones, que sont l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avec ses organes culturels, la CCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. Ça, c'est des institutions donc internationales, mais qui ont joué un rôle important dans dans toute la machinerie à produire, à publier des livres, etc., à les promouvoir avec des prix de la francophonie, etc. Donc toute cette assise institutionnelle des littératures francophones, qui participe d'ailleurs aussi au scepticisme des universitaires, en disant mais finalement c'est des littératures qui sont pas portées par un véritable travail critique et une autonomie du champ et un travail critique d'universitaire, mais qui sont portées par des diplomates et par des professionnels des grandes institutions internationales. Et donc, la question de la valeur, il y a un doute, ce qui est des reproches que je peux entendre aussi. Hein. Mais en tout cas, le fait que ces institutions soient des institutions transnationales ou internationales ou supranationales, c'est le terme finalement le plus adapté, qui interviennent à l'échelle mondiale pour soutenir institutionnellement ces littératures francophones, veut dire qu'il faut bien distinguer la question du territoire et la question de l'institution. Il y a des institutions non territoriales, ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a aussi des institutions qui se mettent au service de la valorisation d'un territoire, mais il y a des institutions qui sont des institutions voilà, on pourrait les dire impériales. Finalement, l'Empire génère des institutions inter- ou supraterritoriales. Donc cette assise extraterritoriale des littératures francophones les ouvre à des problématiques, alors aussi assez récemment, puisque je raccroche toujours avec l'intitulé du cours, les actualités des littératures francophones, il y a une espèce de revival là, pour des raisons liées aussi à la question écologique, etc., du terme cosmopolitisme, hein, qu'on réactive en ce moment depuis une dizaine d'années en France, sûrement ailleurs, avec les travaux aux États-Unis de Martha Nussbaum, etc., de façon plus ancienne, mais qui est donc une notion qui n'a pas encore livré tout son sucre, on pourrait dire, puisqu'elle a été beaucoup utilisée, mais à charge, dans l'entre-deux-guerres en France, hein, puisque c'était plutôt un stigmate d'être considéré dans la montée de l'extrême droite, cosmopolite, ça voulait dire juif, hein, au moment de la montée de l'antisémitisme. Et là, on le réévalue, notamment avec juste quelques références, mais les travaux du philosophe et sociologue allemand Ulrich Beck sur les grands risques écologiques mondiaux et les sociétés du risque, hein, il parle d'une condition cosmopolite, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous dépendants des uns des autres maintenant, parce qu'il y a un système militaro-industriel qui fait que la menace, elle est partout, quel que soit, il n'y a plus de refuge, quoi. Donc on est, à partir de cette pensée-là, c'est développé beaucoup de travaux qui revendiquent cette question du cosmopolitisme, pas simplement sur un plan culturel, hein, mais plus sur une question du vivre ensemble, de l'habiter ensemble, etc., et des sécurités mondiales. Et puis qui pose aussi, Michel Ager a écrit un livre sur le cosmopolitisme à partir de son expérience des réfugiés. Donc, il s'appelle, justement, je crois qu'il s'appelle La condition cosmopolite, il me semble. En disant, voilà, ceux qui font l'expérience du cosmopolitisme, d'abord, c'est les réfugiés dans les camps. Un poète comme Sangor, hein, qui était très engagé auprès de l'OIF, au moment de sa création même, se voyait moins comme le porte-parole de son peuple, à lui, que comme un ambassadeur, comme un diplomate d'une certaine façon, hein, chargé de porter un message au monde. Hein, la frontière, c'est le lieu diplomatique. Donc ça, c'est le terme de Sangor, du donner et du recevoir. C'était le terme qu'il utilisait, hein, qui va trouver son sens dans l'horizon global d'un monde commun à construire, voilà, la problématique cosmopolitique. Les littératures francophones sont pertinentes pour analyser
les jeux de distance, les orientations, les polarisations, les zones de haute pression, de basse pression, hein, les quartiers d'isolement, les plaques de redistribution dans l'espace littéraire mondial. On pourrait imaginer voilà, cette grande toile mondiale. Et là-dedans, les littératures, d'où qu'elles émergent, elles font bouger les lignes et les frontières. Donc, c'est cette cartographie mondiale qui serait le bon prisme, qui serait le bon nom d'attaque pour les lire. Hein, voir les répercussions mondiales et le voir d'un point de vue mondial, pas surplombant, mais mondial. Voilà. Il y a une notion que je trouve intéressante, peut-être que vous connaissez cet ouvrage, qui est un bel ouvrage sur la francophonie d'un Québécois, qui s'appelle François Paré. Malheureusement, il n'est pas édité, il avait été édité au Québec, et donc il faut trouver d'occasion si jamais, quelquefois sur Amazon. C'est un beau livre qui s'appelle Les littératures de l'exiguïté. Et c'est à la fois un livre un peu autobiographique, c'est un universitaire qui a beaucoup travaillé sur la littérature, mais la première page est très belle, parce qu'il habite, lui, il n'habite pas au Québec, il habite, alors, je ne sais plus, dans une partie francophone mais, du Canada, et face à l'océan, sur une petite bande de terre très exiguë. Et il dit, voilà, de ma fenêtre, je vois la mer à droite, la mer à gauche, et je vois cette petite bande de terre, et c'est de là qu'il sort son titre. Donc, de ce lieu exigu, il était évident pour lui qu'il était dans le mondial, quoi. Il était dans le monde. Parce que, voilà, il ne pouvait pas faire un territoire à partir de cette bande. Je me dis, mais il a bien de la chance de pouvoir travailler dans un espace comme ça, mais, puisque malgré tout, il était universitaire, donc rattaché quand même à un gros État, etc. Mais cette impression d'écriture, ça va me permettre de faire la transition sur le dernier volet, sur la question du local, sur la question du lieu. Vous m'avez vu venir, en fait, cette position extraterritoriale, c'est la meilleure, donc mondiale, du coup, de ce point de vue-là, c'est la meilleure peut-être angle pour découvrir un nouvel aspect. Et alors, je parlais d'un renouveau du cosmopolitisme, là, d'un renouveau de la question du lieu, qui est aussi là quelque chose qui préoccupe beaucoup en ce moment, dans les approches éco-poétiques et éco-critiques, qui sont très à la mode en France. Je ne sais pas si en Tunisie, ça l'est aussi. Il y a beaucoup de choses qui paraissent en ce moment. Moi, que je suis très enthousiaste parce que je trouve que c'est très passionnant, quoi. Il y a vraiment des nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Donc, d'aborder les littératures, pas dans un enracinement dans une localité, puisque ça serait s'enraciner dans une localité, etc., ça serait à nouveau adopter une perspective territoriale, mais dans un lieu avec tout ce que le lieu peut avoir de sensorialité, d'ouvert, en fait, hein, et vous savez, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais chez Glissant, chez des auteurs de la créolité comme Glissant ou Patrick Chamoiseau, dont on a vu un extrait, ils font un grand sort au lieu en disant le lieu, c'est de là qu'on va pouvoir résister au territoire et à l'enfermement territorial. On veut nous enfermer dans des territoires, on va s'accrocher à telle montagne, à telle forêt, à tel étang, à telle rivière, et c'est de là qu'on va résister. Parce que ça, personne n'en est propriétaire de ça. C'est pas parce que je vais les acheter. Si j'achète l'étang, ça y est, je signe un contrat et je suis dans le territoire. Non, c'est parce que je le pratique. Je le pratique, j'y pêche, j'y vis, j'y marche. Et ça, cette relation que j'ai avec le lieu, c'est quelque chose qu'aucun pouvoir national ou aucun pouvoir mondial pourra m'enlever. Donc l'expérience de l'écriture, qui est une expérience d'attachement au lieu, c'est une expérience aussi de résistance. Et vous voyez très bien comment ça peut se connecter à des préoccupations écologiques, à partir du moment où c'est des lieux qui sont menacés par des prospections minières, par des projets de barrages qui génèrent des déplacements de dizaines de milliers de populations, de villageois, etc., pour faire le lac de retenue. Donc ces combats pour des lieux sont une autre façon dont on pourrait penser et repenser d'une certaine façon la production littéraire francophone. Ensuite, mais finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose de cet ordre-là qui a toujours été fait, de défendre, non, bien sûr aussi des cultures, bien sûr aussi des langues, mais derrière tout ça, c'était aussi défendre des lieux. Et pour ceux qui connaissent un peu Frantz Fanon, qui se méfiait beaucoup du culturalisme, qui se méfiait beaucoup des positions nationalistes qui passeraient par... on pourrait se dire, oui, c'est assez proche de ce que Fanon disait, c'est-à-dire
il faut d'abord se battre pour nos pratiques, hein, et s'engager dans un combat pratique aussi sur la résistance. Et pas au nom de grandes idées, de grandes idéologies ou de grandes cultures, plus ou moins. Si on se bat pour une culture, ce sera toujours la mienne, celle dont on y appartenir, et en faisant ça, on va toujours écraser le gars qui est juste à côté, qui n'est pas tout à fait dans cette culture-là, et on a vite fait de le présenter comme traître, etc. Voilà, au nom de la négritude, qu'est-ce qu'on fait des pygmées, puisqu'il y a eu vraiment un problème aussi dans les nations en Afrique centrale par rapport aux pygmées, donc ils se sentaient pas pris en compte dans l'affirmation de l'authenticité au Congo à l'époque de Mobutu, etc. Donc l'affirmation culturelle, elle est toujours un peu dangereuse parce qu'il y a des porte-paroles de la culture qui disent voilà, notre culture, c'est ça. Et celui qui n'est pas dedans, eh ben, il se retrouve opprimé parmi les opprimés, quoi. Tandis que la pratique des lieux, c'est autre chose. Oui, on est tous là, on a tous notre relation au lieu et on coexiste sur ce lieu. On pratique tous, toi, t'es pêcheur, moi, je suis dans ce lac, eh ben, on a des. Moi, je suis éleveur et je fais boire mon bétail. Toi, tu as des rizières, etc. Il y a des frictions, comme entre les langues, il y a des frictions dans une. Mais le lieu nous oblige à partager et à vivre ensemble. Donc, le lieu, c'est quelque chose à défendre d'abord pour ça, parce que c'est un lieu de rencontre. Donc, le local, pris comme ça, peut être actuellement, peut-être, me semble, moi, c'est celle qui m'intéresse le plus, qui s'inscrit le mieux, en tout cas dans la perspective qu'on a présentée au début d'Onésime le Reclus, hein, pour l'abord des littératures francophones, à condition de la comprendre en relation avec des lieux comme, alors ça c'est un terme un peu deleuzien, mais comme point de déterritorialisation. C'est un peu ce que dit Chamoiseau, ou ce que dit Glissant quand il dit le lieu, c'est ce à quoi on va ce par quoi, à partir de quoi on va résister à l'assignation territoriale que l'on subit. La littérature permet d'aborder les lieux du point de vue de leur dynamisme, Chamoiseau dirait, ou Glissant dirait de leur ouverture, c'est-à-dire du point de vue de l'expérience et de la pratique que l'on en a. L'expérience que l'on en fait et de la pratique que l'on en a. Il y a en tout lieu quelque chose qui a lieu, alors là je joue un peu, mais un lieu est événementiel d'une certaine façon, et qui résiste à toute forme de cartographie, à la nomination ou à la territorialisation. Hein, c'est cet événement du lieu que la littérature pourrait avoir l'ambition de saisir. Là, petite référence, donc je parlais de François Paré, hein, dans les littératures de l'exiguïté. Dès l'introduction, ben voilà, j'ai une citation de Paré. Hein. C'est dans l'introduction de littérature de l'exiguïté, j'aurais dû mettre dans l'exemplier. Il m'est devenu impossible de voir la littérature, là il met un grand L, toute la littérature, voilà la question, autrement que par les yeux inquiets de ces bandes exiguës de culture, ces écritures de l'exiguïté, qui me semblent bien souvent constituer, aujourd'hui, le tranchant de l'écriture mondiale. Voilà, cette citation, elle est remarquable. Si jamais il y en a qui sont intéressés, vous pouvez. Mon mail, je ne sais pas si vous l'avez mon mail xavier.garnier@sorbonne-nouvelle.fr. Vous pouvez m'écrire pour avoir des références que j'ai données qui vous intéressent. Et j'ai mis une grande citation parce que je la trouve très parlante. C'est tiré de Deleuze et Guattari, d'un ouvrage important de Deleuze et Guattari dans les débuts des années 80, qui est Mille plateaux, sur le nomade, parce que ils nous disent un petit peu dans quelques paragraphes avant, ils nous disent le nomade, c'est celui qui est attaché. S'il nomadise dans le désert, c'est qu'en fait, il ne veut pas partir. Donc, ils font une différence entre le nomade et le migrant, parce que le nomade, s'il nomadise, c'est que malgré la difficulté, l'aridité, la sécheresse, etc., il continue à vouloir rester. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de nomadiser. Il nous dit, le nomade, c'est d'une certaine façon un expert du lieu, puisqu'il est capable de savoir où il va trouver suffisamment d'humidité pour faire paître son troupeau ou pour survivre. Donc, il a un œil et une perception spécialement aiguisée sur la singularité des lieux dans un espace désertique qui est très... Je trouve, pour le plaisir, on le lit, puis on terminera par la citation de Glissant qui récapitule beaucoup de choses et qui est aussi remarquable.
Donc le nomade est là, sur la Terre, chaque fois que se forme un espace lisse qui ronge et tend à croître en toutes les directions. Donc là, l'espace lisse, je ne développe pas, mais on peut comprendre simplement sur le désert, quoi. Un endroit où le désert est en train d'effacer les territoires et les quadrillages territoriaux. Le nomade habite ces lieux. Il reste dans ces lieux. Il les fait lui-même croître au sens où l'on constate que le nomade fait le désert non moins qu'il est fait par lui. Il est vecteur de déterritorialisation. On peut le prendre au sens dont on a parlé des territoires comme ensemble, appropriation d'un espace et organisation d'un espace. Il ajoute le désert au désert, la steppe à la steppe, par une série d'opérations locales dont l'orientation et la direction ne cessent de varier. Le désert et le sable ne comportent pas seulement des oasis qui sont comme des points fixes, mais des végétations rhizomatiques, temporaires et mobiles, en fonction des pluies locales et qui déterminent les changements d'orientation et de parcours. C'est dans les mêmes termes qu'on décrit le désert des sables et celui des glaces. Aucune ligne n'y sépare la terre et le ciel. Il n'y a pas de distance intermédiaire, de perspective ni de contour. La visibilité est restreinte, qui ne repose pas sur des points ou des objets, mais sur des échéités, sur des ensembles de relations, vent, ondulation de la neige ou du sable, chant du sable ou craquement de la glace. Qualité tactile des deux. C'est un espace tactile, ou plutôt haptique, et un espace sonore beaucoup plus que visuel. Le nomade, l'espace nomade, est localisé, non pas délimité. On peut, bon, après, il y a tout un vocabulaire, mais on n'a pas le temps d'entrer dedans. Mais cette dernière phrase, elle est intéressante pour notre problématisation, c'est-à-dire pour distinguer la question du lieu et la question du territoire, la question espace localisé, donc il s'attache place au lieu, mais non délimité. C'est-à-dire que quand on est dans un lieu et quand on est attentif à l'événement du lieu, d'une certaine façon, on n'est même plus dans les frontières, on est hors frontières. On a le monde entier qui est à l'horizon. Hein, ces vents, ces mouvements de nuages, etc., qui créent les conditions de l'événement du lieu, hein, et sont en libre circulation. Autre chose que je retiens, parce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il n'y a pas d'horizon. Le nomade, et on comprend très bien, en fait, pratiquement, il n'a pas contrairement au conquérant impérial qui, lui, a la ligne d'horizon comme aspiré par les horizons lointains, le nomade qui reste là, il a les yeux fixés au sol puisqu'il est en train de chercher des traces. Il est en train de pister les traces d'humidité pour aller de lieu en lieu. Donc, ça vous paraît peut-être un peu métaphorique, je ne sais pas si ça vous inspire ou pas, mais je pense qu'à partir de là, on peut. C'est une troisième proposition. Donc, on pourrait dire pour mettre en perspective les littératures francophones. Je n'ai pas le temps, on n'a que 2 heures pour faire tout ça, mais on pourrait creuser, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer un programme de travail de revisiter les littératures francophones à partir de cette perspective locale. C'est d'une certaine façon un des programmes possibles de l'approche éco-poétique. Revisiter le monde, la littérature, à partir de cette notion de lieu. Un des universitaires français, il est belge en fait, mais qui a écrit en français un ouvrage, il vient d'en publier un deuxième d'ailleurs, mais le premier ouvrage qui est paru il y a 7 ou 8 ans, c'est Pierre Schoonjes. Pierre Schoonjes, alors ça s'écrit, attendez, je le mets dans le chat. Est-ce que c'est un nom flamand? Non, j'ai fait à l'envers. Exactement, bravo. Sauf que le O est avant je mets Schoonjes, voilà. Ce qui a lieu. Le terme est assez intéressant parce que justement, il joue sur les deux sens du terme, c'est avoir lieu, donc l'idée d'événement et l'idée de localité, enfin de lieu géographique. Et donc, lui, voilà, il réalise ce programme. Alors, c'est surtout des lectures d'auteurs français, mais je pense que ça se prêterait très bien à beaucoup de textes de la francophonie. Donc, non plus les voir dans une perspective nationale ou territoriale, non plus les voir dans une perspective mondiale, frontalière en tout cas, mais les percevoir dans une perspective locale. Et dans les 3 cas, d'une certaine façon, le monde est convoqué. Hein, donc ces 3 points de perspective différents qui vont avoir des implications différentes dans la façon d'aborder les textes. Donc on a le choix, soit on se regarde la citation de Glissant, soit on discute, parce que je vois que après tous les mails, tous les trucs que vous envoyez, je vois que vous avez quand même beaucoup de choses à dire, et ce serait dommage
Donc, Farah, nous avons initié en 2019 un projet de recherche dans le laboratoire ATTC sur la géopoétique de la littérature tunisienne. Très bien. Notre objectif est dans un premier temps descriptif, mais au-delà des descriptions déjà proposées ou à venir, il y a le projet d'une autonomisation d'une littérature tunisienne, d'émergence territoriale, justement. D'accord. Donc là, ce serait plutôt dans la perspective, de faire émerger un territoire, quoi. Je ne sais pas si vous voulez en dire plus, Farah, sur ce que vous me dites sur ce projet. Non, je ne sais pas s'il n'y a pas de micro. Oui, pardon, vous m'écoutez? Ouais. Vous m'entendez? Oui. Alors, c'était un projet, c'est toujours en cours d'ailleurs. Nous n'avons eu qu'une seule journée d'études dans ce sens. C'est un projet qui entend envisager la littérature tunisienne, non pas du point de vue, tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, de la littérature maghrébine, perspective très générale, hein, très évasive, et qui est justement, qui nous inscrit dans un territoire commun de l'Afrique du Nord. Alors, nous voulions justement une approche qui soit nouvelle et qui place l'espace justement au centre, donc au centre de nos analyses. C'est une réflexion qui se fait d'abord sur les littératures tunisiennes, je dis bien les littératures tunisiennes, d'abord d'expression française, ensuite d'expression arabe. D'accord, très bien. Donc, mais du coup, ouais, vous maintenez le pluriel, du coup. Donc, quand vous dites les littératures tunisiennes, c'est dans une. C'est pas du tout une critique d'ailleurs, c'est juste pour situer un peu votre projet. C'est dans la perspective de plusieurs territoires. Il y aurait plusieurs territoires, d'ailleurs probablement superposés ou entrecroisés, qui seraient des territoires. Alors ce serait justement à théoriser, à réfléchir. Hein. Nous sommes nous sommes au début, hein, tout au début de notre réflexion, et nous avons remarqué d'abord dans un premier temps que tout ce qui s'écrit en langue française est déjà très très différent de ce qui s'écrit en langue arabe. Pourtant, les corpus parlent souvent des mêmes événements, des mêmes territoires. Donc voilà, c'est une hypothèse qui est en cours d'élaboration et c'est une réflexion en cours. C'est bien, ça me permet de faire, parce que je vous avais promis que je vous ferais un petit appel. Alors, c'est une demande, parce que je profite, là, vous êtes assez nombreux et que vous êtes certainement bien meilleurs connaisseurs que moi, connaisseuses et connaisseurs que moi des littératures et tunisiennes et peut-être plus largement au-delà. Alors, on a un projet d'éco-poétique sur le continent, à l'échelle du continent africain, d'essayer de faire une anthologie qu'on voudrait mettre en ligne. Donc, on l'a appelé anthologie éco-poétique située des littératures africaines. Donc, Afrique du Nord comprise, bien sûr. Et donc, on est à la recherche de textes, ou pas seulement de textes, d'enregistrements, de littérature orale, etc., qu'il serait possible, donc des extraits ou des poèmes ou n'importe quoi, tout ce qui pourrait être considéré comme production, mais aussi de peinture artistique, photographie ou peinture, qu'on pourrait épingler sur des lieux précis cette fois-ci. Donc là, on n'est pas dans une perspective territoriale, mais dans une perspective locale, là, c'est pourquoi j'ai terminé. On pourrait épingler sur des lieux précis et des textes qui auraient une préoccupation écologique. C'est-à-dire, par exemple, voilà, suite à un projet de minier, il y a une résistance locale. Et puis, ça, c'est le cas de figure le plus typique et en même temps qui nous intéresse aussi. Donc, ce n'est pas forcément des grands écrivains reconnus, ou quelquefois, il y a des écrivains qui se solidarisent à une lutte de résistance d'un villageois, etc., et qui font des poèmes, et donc ça c'est génial, mais ça peut être aussi des gens qui, a priori, ne sont pas écrivains, mais qui produisent dans leur production quelque chose qui pourrait, qui soit parce que ça prend une forme esthétique un peu revendiquée, donc forme poétique, etc., ou même, ne serait-ce que quelquefois des tracts militants qui sont en fait habités, quoi, qui sont écrits vraiment. Donc, de faire cette anthologie où on pointerait autour de lieux, mais ça peut être, là je parle de choses contemporaines, mais ça peut être aussi des textes plus anciens, même de l'époque coloniale, mais qui parlent d'un endroit, qui parlent d'un lac, qui parlent d'une rivière, qui parlent d'une forêt menacée, d'un problème de désertification.
Et donc, cette idée, c'est de les pointer. Donc, si jamais vous avez comme ça en mémoire quelque chose, n'hésitez pas. On mettra un grand volet pour tous les contributeurs. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer. Vous pouvez me l'envoyer à moi. Ça m'intéresse Ce sera beaucoup. avec grand plaisir. Voilà. Si jamais vous traversez quelque chose comme ça et que vous avez une idée, pensez à moi, à nous. À ce moment-là, je vous renverrai toutes les infos. Pour le moment, le site, il n'est pas en ligne. Il est encore en fabrication et l'informaticien est en train de monter. C'est tout récent. C'est quelque chose qui vient de commencer. Mais si jamais vous êtes intéressé par ça, vous pouvez m'écrire. J'ai un contact en Tunisie, mais qui n'est pas la Manouba, c'est, ça y est, son prénom. Qui a fait d'ailleurs, je pense que vous connaissez, puisqu'elle a fait un gros bouquin chez Champion, je crois, sur les littératures tunisiennes. C'est Semia Charchi Qassab. Voilà, donc c'est elle qui est le contact sur la Tunisie, mais plus on est nombreux, mieux c'est, quoi. Enfin, c'est elle qui coordonnerait. Voilà. Merci à vous, merci de nous avoir permis de suivre à partir de la Tunisie votre conférence. Bien, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec ces histoires de distanciel. C'est fatigant parce que je sais que c'est, comme moi j'en suis aussi souvent, je trouve que c'est très, voilà, c'est un peu éprouvant d'être devant son écran. C'est moins, c'est pas forcément moins riche, mais enfin si, c'est quand même moins chaleureux et puis c'est une des choses que j'ai découvertes depuis qu'on est confiné comme ça, c'est que la présence physique, c'est irremplaçable, quoi. Et ça recharge en énergie, alors que ces satanés ordinateurs nous pompent notre énergie. Mais bon, j'ai été ravi de pouvoir vous rencontrer, enfin, et je vous souhaite bonne continuation.